Oui, bonjour à tous, je fais ma seconde vidéo, je pense qu'il y en aura d'autres parce que le sujet est absolument passionnant, le livre est tellement important. Il s'agit donc du Le vol de Piatakov de Burgio Leoni Sidoli, trois auteurs italiens, la collaboration tactique entre Trotsky et les nazis. Euh, je vais vous parler des premières objections, des premières réactions que j'ai eues suite à la parution de ce livre, d'ailleurs que vous pouvez vous procurer chez votre libraire ou en cliquant sur le lien ci-dessous, en dessous de la vidéo. Donc ce sont des premières réactions à chaud, forcément, hein, puisque c'est normal, le livre vient de sortir et il faut laisser le temps au lecteur de lire et de digérer ces plus de 800 pages. Mais répondre à ces objections a priori me permet de démanteler, de couper l'herbe sous le pied à des malentendus possibles. Donc déjà on dit parmi les trotskistes notamment, je ne vais pas de lire, le lire c'est de la falsification stalinienne, donc refus de lire a priori. Alors ça tombe bien parce que ce livre est principalement fondé sur des sources trotskistes contenant des preuves, des omissions, des contradictions, des lapsus de la défense trotskiste. Donc il y a ce qu'on pourrait appeler un changement de perspective, une sorte de mini-révolution copernicienne, si vous me permettez l'image, dans la soviétologie. On accepte, je dis bien formellement, méthodologiquement, pour les besoins de la démonstration, de manière abstraite, hein, l'idée qu'on ne convaincra personne avec l'énoncé pur et simple des procès de Moscou. Je suis d'accord que sous tout régime, on peut obtenir des aveux sous la contrainte. Rien n'a été prouvé depuis l'ouverture des archives, depuis la chute de l'URSS, que cela avait été le cas. Khrouchtchev lui-même n'a rien démontré. Mais effectivement, il s'agit de démontrer toujours l'existence de preuves corroborantes. Alors on me dira qu'en cherchant les contradictions dans la défense, il y a inversion de la charge de la preuve. C'est ce qu'avait dit Marco Ferrando, trotskiste italien, là, après l'apparition du livre italien. Alors oui, sauf que c'est pas à nous de juger. On n'a pas à juger. Il s'agit plus de 80 ans après de résoudre une énigme historique vieille, vieille depuis de tout ce temps. Il faut négliger aucune trace. Donc réponse aux trotskistes qui ne veulent pas le lire, commencez d'abord par lire Trotsky. Alors, les 4 articles sur l'indépendance de l'Ukraine de 1939, ça je le dis malicieusement aux militants qui aiment bien titiller les trotskistes, allez-y, régalez-vous, lisez cela et demandez aux trotskistes de vous justifier ça, mais vous avez plusieurs choses. Alors évidemment, les déclarations de Trotsky sur son voyage à Pompéi en 1932, en pleine Italie fasciste, la ligne Schlageter où Radek et lui tendent la main aux nazis de 1923, au moment de l'occupation de la Ruhr. Ils vont vous dire que c'est pour des raisons tactiques, mais bon, il a quand même fait. Le texte où Trotsky rend hommage à son fils en disant qu'il semait le NKVD dans les rues et rencontrait des partisans à l'étranger, alors qu'ils avaient passé leur temps à dire que ces gens, ils les avaient croisés par hasard. Le livre Trotsky n'est pas coupable, c'est-à-dire la commission Dewey, dont j'ai fini par comprendre pourquoi il avait été traduit si tard dans de nombreuses langues, c'est parce qu'il ne tient pas la route, notamment à cause du fait de l'alibi tardif que Trotsky propose au vol de Piatakov, c'est-à-dire 10 jours de retard. Et puis il y a des choses vraiment très cocasses. On lui demande est-ce que vous écrivez un journal? Réponse non, il s'agit d'un journal pour l'année 1935, puisqu'il serait censé avoir rencontré Piatakov en décembre 1935. Et précisément, il se trouve qu'on a retrouvé de toute façon le journal de l'année 1935, qui s'arrête précisément, en tout cas quelques temps avant, bien sûr, la période la plus dramatique, c'est-à-dire la période du vol de Piatakov. Bon, j'en discutais d'ailleurs il n'y a pas récemment avec Sven-Erik Holmström, le chercheur suédois qui avait résolu l'affaire du Bristol, qui concerne le premier procès. Et il me disait qu'il avait réagi à la traduction russe récente de la commission Dewey par plusieurs textes en disant que c'était pas possible, il fallait vraiment qu'il y ait une chute de la culture historique pour croire que ça allait résoudre tout et surtout innocenter Trotsky, c'est même plutôt le contraire. Donc oui, les trotskistes auront affaire à des communistes qui vont leur porter la contradiction sur leur texte canonique, entre guillemets, ou même sur l'énoncé des différents historiens trotskistes importants comme Pierre Brouet ou Isaac Deutscher. Donc je pense qu'on est passé à une phase bien plus rationnelle de l'affrontement, enfin de la confrontation, que je qualifierais de socratique, hein, parce que vous savez que dans les dialogues de Socrate, début de la philosophie, enfin
constitue un des débuts possibles de la philosophie. Socrate n'exige pas qu'on soit d'accord avec lui, mais d'abord que son interlocuteur soit d'accord avec lui-même, hein, c'est-à-dire soit cohérent. C'est une méthodologie qui, moi, me satisfait philosophiquement, épistémologiquement parlant, car elle n'implique aucune, je dis bien aucune adhésion idéologique a priori à la thèse. Donc ensuite, il y a un argument qui évacue l'hypothèse, par exemple, d'un complot préparé à l'avance contre Piatakov. Piatakov, je le rappelle, qui est le principal accusé du second procès, le plus centré sur la collaboration entre le cercle des civils trotskistes et les nazis, et qui, donc cet argument est développé par nos auteurs italiens. C'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que Piatakov était si bien intégré dans l'appareil stalinien qu'il devait faire partie du jury du premier procès en août 1936. Or, il a été nommé, impliqué, donc, comme conspirateur dans le premier procès. Donc il y a eu un interrogatoire, et il a été laissé libre de ses mouvements, environ un mois. Puis il a été arrêté. Alors s'il s'était agi de se servir de Piatakov, d'un Piatakov innocent, pour incriminer Trotsky, lui faire raconter n'importe quoi sur Trotsky, pour ça il fallait absolument un Piatakov vivant qui pût témoigner. Le laisser en vie, c'était courir un risque énorme. Je rappelle qu'il y a eu au moins 2 suicides, à ma connaissance, je pense qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais il y a eu 2 suicides avant les procès pour les environ 70 personnes qui étaient impliquées. Je pense à Tomsky, je pense à Gamarnik. Gamarnik, c'était avant le procès des généraux. Donc les inculpés il faut savoir aussi que les inculpés du premier procès avaient tous été condamnés à mort, ce qui ne laissait pas beaucoup d'espoir au procès qui allait s'en suivre, sauf ce qui ne sera pas le cas puisque Radek sauvera sa peau. Hein. Il sera simplement condamné à de la prison. Mais le simple fait d'avoir laissé Piatakov en liberté un mois, malgré les soupçons qui pesaient contre lui et dont il était forcément conscient, puisqu'il y avait eu non seulement l'énoncé du procès et puis un premier interrogatoire, exclut donc une manipulation a priori. Donc, alors je ne suis pas naïf, je n'exclus pas du cynisme. Le cynisme en politique, ça existe hein, dans tous les camps. J'exclus pas du cynisme de la part de la direction stalinienne, la direction soviétique, mais au moins une fois le complot bien réel découvert, notamment dans la répression qui commence bien après ce second procès de janvier 1937. Alors, pour preuve, je peux renvoyer aux entretiens de Molotov avec Chouïev qui ont été publiés en français, même si, bon, Molotov c'est différent de Staline, et même si c'était un jugement a posteriori. Molotov dit qu'il s'agissait, dans les grandes purges, d'éliminer potentiellement toute 5e colonne, c'est-à-dire que c'est un processus extrajudiciaire, c'est-à-dire postuler la culpabilité de gens avant le crime. Bon, c'est extrajudiciaire. La justification casuistique, en l'occurrence, ce serait de dire qu'effectivement il y avait une guerre à mort contre le fascisme, hein, que l'URSS jouait, c'est l'ensemble des peuples soviétiques qui jouaient leur salut, hein, et qu'on ne pouvait pas se permettre la moindre 5e colonne. C'est un peu ce que laisse sous-entendre Molotov. Bon, mais je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que je crois que c'est un jugement un peu a posteriori. Je crois que les purges sont décidées fondamentalement après l'insurrection de Barcelone de mai 1937. Et beaucoup d'éléments, je vous parlerai du jugement d'Arro Schulze-Boysen, hein, de l'Orchestre Rouge, où beaucoup d'éléments laissent à penser aux soviétiques que les nazis ont été impliqués dans la préparation de cette insurrection. En tout cas, c'est ce que les nazis ont révélé lors du procès contre Schulze-Boysen de l'Orchestre Rouge. Et donc après l'insurrection de mai et après le procès des généraux de juin 1937, c'est-à-dire la perception d'un risque systémique majeur pour le pouvoir. Donc ces purges commencent en juillet 1937. En gros, avant, on cherche à comprendre, hein, et puis après, on traque. Donc ce processus est évidemment délétère hein, par la paranoïa qu'il induit, car il permet en fait une véritable tentative de coup d'État dans l'État de Yezhov, qui tente de faire basculer le régime en condamnant des innocents à tour de bras. Bon, c'est Beria, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce que l'imaginaire qu'on a autour de Beria, c'est Beria qui mettra fin aux purges en novembre 1938. Bon, mais les purges, c'est bien sûr un fiasco, hein, près de 700 000 morts. Ça n'a rien à voir avec le nombre de gens qui devaient être au courant de la collaboration entre Trotsky et les nazis, hein, et des risques de coup d'État militaire qui étaient présents.
Je ne suis pas sûr que Staline soit responsable de tout ce processus. John Archibald Getty, donc historien patenté, a bien raison de dire que Staline avait mis des limites et non des quotas à la répression. On continue de traduire le terme, le terme russe par quota, comme s'il avait décidé qu'il y avait des quotas et non des limites, en fait, région par région. Mais ce qui est certain, c'est que ce processus est très différent des procès. Je le dis clairement, les procès ne justifient pas, mais ils expliquent intellectuellement le processus des purges. Donc, dans les réactions, je sais que la librairie Tropique cherche des contradicteurs anti-staliniens non dogmatiques. Donc, appel au peuple. J'ai précisé que je suis prêt à débattre, bien sûr, du second procès de Moscou, de la collaboration de Trotsky avec les nazis, collaboration tactique. L'idée est de me faire débattre de mon petit livre d'introduction, qui s'appelle « Et pour quelques bobards de plus, contre-enquête sur Staline et l'Union soviétique », au départ. Qui se veut une introduction à une littérature plus vaste. Je précise d'ailleurs que pour Trotsky, je parle déjà dans la seconde édition du vol de Petakov. Donc si on parle de Trotsky, pour moi, il faut parler de ce livre. C'est une évidence. Donc, stricto sensu, oui, pardon pour la coupure. Non, donc oui, effectivement, moi je suis prêt sur la question de Trotsky. Je pense qu'on ne peut pas. J'ai pas tellement envie de parler de trotskisme en général et de comparer Trotsky à Staline. Ça m'intéresse pas beaucoup. Justement, des gens qui ont été presque tout le temps dans l'opposition et des gens qui ont été en responsabilité. Effectivement, c'est complètement disproportionné. Stricto sensu, je ne défends pas une politique stalinienne en soi. Je suis partisan du mode opératoire marxiste-léniniste. Pour les partis ouvriers, j'ai effectivement des vues assez hétérodoxes par rapport à l'historiographie dominante sur la période stalinienne, mais je ne suis pas censé tout justifier. Pour Katyn, je pense qu'on ne savait pas jusqu'en 2011-2012, c'est-à-dire jusqu'au fouilles de Volodymyr Volinsky. Je pense qu'on ne pouvait pas savoir exactement qui des nazis ou des soviétiques l'avaient fait. Maintenant, on sait que c'est pas Staline et Beria, mais je n'ai pas de religion sur ces choses-là. Je ne défends pas l'immaculée conception de Staline. Je ne suis pas quelqu'un de religieux. Voilà. Mais en tout cas, oui, s'il s'agit de débattre sur Trotsky, pour moi, la question essentielle, c'est de savoir est-ce qu'il a bien collaboré tactiquement avec les nazis. Donc, dans les contradicteurs, j'ai croisé un historien de l'Antiquité dont j'ai oublié le nom, mais qui me dit, oui, ce que vous me montrez, ce sont des archives, les archives, on peut leur faire dire ce qu'on veut, on peut toujours introduire des papiers, etc. Donc, je parlais notamment, effectivement, de ce fameux reçu de lettres envoyé à Radek. Ce sont des archives qui ont été fermées de 1940 à 1980, sauf à Deutscher et Jean von Eisenhort. Alors, effectivement, faut jamais être dans le dogmatisme, il faut toujours présenter les archives, et c'est pour ça aussi je me dis prêt à toute interprétation possible autour du sens à donner à ces archives. C'est normal. Par définition, une archive ne prouve pas tout en soi. Simplement, là, il y a quand même une accumulation de preuves. Mais effectivement, il faut se garder de tout dogmatisme. Et l'autre écueil, c'est ce qu'on appelle le scepticisme. C'est de dire que les archives ne prouvent rien. Ça veut dire qu'il n'y a plus de... Ça exclut a priori, poussé jusqu'à ces extrêmes conséquences, ça exclut toute possibilité de faire l'histoire. Alors, j'avais vu un débat une absence de débat plutôt, un commencement de débat avorté qui avait eu lieu entre Jean-Jacques Marie et Annie Lacroix-Riz, qui lui montrait les cotes d'archives prouvant la collaboration de certains trotskistes français pendant la guerre. Et là, je ne parle même pas de faits avérés comme l'appel d'Henri Molinier, ex-secrétaire de Trotsky, à rentrer dans l'organisation de Marcel Déat. Là, je parle de choses qui effectivement sortaient des archives. Elle lui donnait vraiment toutes les cotes, y compris un juge de paix qui était un ami commun, pour permettre d'en décider. Et effectivement, elle n'avait reçu que des colibets insultants sur le fait qu'effectivement ces archives ne prouvaient rien. C'est facile. Je me souviens même d'une critique du livre de Feur sur les amalgames de Trotsky, qui, j'allais dire, contient la moitié des arguments qui sont là, et donc qui allait déjà très très loin. Et Edoui Plenel, lui-même, le célèbre Edoui Plenel, avait critiqué le livre en disant qu'il fallait lire Ma vie d'un certain Léon Trotsky, parce qu'effectivement, comme on sait, les mémoires sont l'absolu, le nec plus ultra de la recherche en histoire. Donc tout ça, c'est bien naïf.
il faut se soumettre à l'objection de l'évaluation des sources, ça vaut dans tous les camps, et c'est pour ça que de toute façon, bien sûr, il faut être ouvert au débat, mais ce ne sont pas nous qui ne le sommes pas. Les auteurs italiens, je ne crois pas que leur français leur permette de débattre, je pense qu'ils comprennent le français, mais pas de manière de pouvoir répondre au tac au tac. Moi je crois que bon, pour l'instant, étant donné que j'ai dû à peu près lire le texte 8 fois pour l'avoir traduit, je sais très bien ce qu'il y a dedans. Effectivement, s'il y avait des objections telles qu'il faille prévenir les auteurs, ben, effectivement, je ferai l'interface. Bien évidemment, je le ferai volontiers. Pour l'instant, on n'en est vraiment pas là. Hein. Donc, alors un ami me présentait récemment, justement à la fête de l'UMA, il me dit Émeric, c'est quelqu'un qui aime bien publier des livres contre Trotsky. Bon, alors là, ce serait nous enfermer dans l'image un peu captieuse du folklorisme. Moi, j'ai publié vraiment des livres très variés, hein. Je n'ai pas d'obsession particulière. Eux, c'est un peu volonté aussi de nous marginaliser, parce que non, je crois qu'il y a aussi des fois où, moi là j'y crois, hein. Je crois que c'est une cause qui vaut la peine d'être menée. C'est pour ça que je demande un soutien militant à ce livre, hein, à partir du moment où les gens y adhèrent, évidemment. Je ne demande pas d'adhésion a priori. Hein. Mais il y a des moments où, effectivement, même l'histoire officielle est obligée d'évoluer. Alors, je pense au cas de la... Vous n'avez pas plus, finalement, comment dire... courant dominant que la biographie de Stephen Kotkin sur Staline, hein, qui est en train de paraître, là, en 3 volumes. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple sur le testament de Lénine, Kotkin a fini par entériner le fait qu'il s'agit d'un faux. Et à partir de choses que disaient depuis longtemps certains historiens russes. Mais bon, pour une fois même, il y a des choses qui passent. Donc il y a plein d'historiens, dans le courant dominant, qui n'en ont rien à faire de Trotsky. Hein. Ils ont pas... Alors c'est sûr que la droite, les impérialistes ont toujours intérêt, peut-être l'intelligence de le défendre jusqu'au bout. Euh, mais en même temps, ils ont leurs contradictions, ils ont leur court-termisme. Alors, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont même pas besoin s'ils décident d'attaquer Trotsky pour X raisons, ils n'ont même pas besoin de s'abaisser à citer ce livre. Hein. Il suffit de citer Trotsky et de voir ce qui est contradictoire dans les déclarations de Trotsky lui-même. Parmi les objections et premières réactions, là, ça vient d'amis et camarades qui me sont chers, hein, qui sont pour moi des références intellectuelles. Je pense à Georges Gastaud et Agnès Lacroix-Riz, puisqu'ils m'ont envoyé à peu près le même type de message, sans bien sûr se concerter. Je crois que ça tourne autour de l'idée qu'effectivement Trotsky c'est d'abord une idéologie, et quand bien même Trotsky n'aurait pas été coupable de cela, il y a un gros problème de divergence idéologique. Et peut-être que j'allais un peu vite en conclusion, en évoquant la possibilité d'une sorte de paix des braves, fût-ce au prix d'un renoncement au culte de la personnalité de Trotsky. Oui, je ne néglige absolument pas les débats idéologiques qu'il y a eu après la mort de Lénine, autour de la construction du socialisme dans un seul pays, sur effectivement même ce qu'on peut qualifier de forma mentis, hein, c'est une forme d'esprit particulière qui est propre aux trotskistes, hein, qui souvent, pour caricaturer un peu, j'appelle ça le ni-ni en géopolitique. On n'est ni pour ceci, ni pour cela. Donc oui, c'est pour ça, je crois que dans une autre vidéo que celle-ci, je crois que c'était pour le cercle Mayakovsky, que je remercie, que je remercie pour l'aide qu'ils ont apportée. Ils ont fait une très belle vidéo. Effectivement, là, je parlais du fait que oui, les trois quarts des trotskistes, s'ils abandonnent le culte de Léon Trotsky, ils deviendront surtout anarchistes, par antisoviétisme. Le soviétisme restera. Mais quand bien même, je pense que justement, les mésaventures de Léon Trotsky, le fait même que l'opposition virulente à l'Union soviétique ait pu prendre de pareils chemins devrait peut-être les faire s'interroger sur cette opposition un petit peu automatique qu'ils ont par rapport à n'importe quel socialisme réel, socialisme réellement existant, comme disent les communistes. Mais voilà, oui, effectivement, je crois qu'il faut rendre hommage aux gens qui, de toute façon, rapport Khrouchtchev ou pas, ont su... et avant bien l'existence de toutes ces preuves, ont su aussi résister aux sirènes de l'idéologie trotskiste, au plan intellectuel, dans les débats philosophiques, hein, mais y compris factuellement. Je pense à Agnès Lacroix-Riz qui a toujours
vérifié, disons, pu constater dans les archives occidentales qu'elle connaît effectivement comme sa poche, que la plupart des chancelleries, de façon, croient à la véracité des procès de Moscou. Et elle a même trouvé des éléments tout à fait corroborants sur une rencontre entre Poutna, des seconds de Tukhachevsky et des généraux allemands à Londres, et tout ça est rapporté par le Foreign Office. Elle en parle dans le choix de la défaite, ça c'est un document de première main. Autre remarque, les gens me parlaient qui connaissent bien le sujet, qui ont effectivement lu toute la littérature, je veux dire anti-trotskiste, depuis longtemps. Ils me parlaient du fait que, oui, ce qu'on connaissait depuis longtemps, c'est le sabotage dans l'industrie, puisque Piatakov était vice-commissaire politique à l'industrie lourde, et quelque chose qui a été corroboré dans les procès de Moscou, dans le second procès de Moscou, depuis le départ, c'est le fait qu'il y avait bien sabotage, puisqu'un ingénieur américain complètement apolitique qui s'appelait Little Page avait confirmé cela. Oui, ça c'est très important. Voilà, ça fait partie ça n'a pas été, cette source-là n'a pas été réfutée. Elle fait partie des commencements de preuves par rapport à ce second procès. Autre objection, là je repense un peu à celle de Marco Ferrando, trotskiste qui est italien, qui a eu le mérite au moins de réagir. Il disait, bon, parler des procès, parler du second procès, c'est c'est essayer de masquer cette réalité horrible que sont les grandes purges. Bon, oui, mais en même temps, bon, on pourrait dire que parler des purges, c'est masquer cette réalité bien plus horrible qu'est celle de l'invasion nazie qui a eu lieu. Donc, on parle des purges, c'est 700 000 morts, l'invasion nazie, c'est 27 millions de morts. Et je rappelle que c'est 27 millions de morts alors que les soviétiques ont gagné. S'ils avaient perdu, c'était l'esclavage et la mort. Donc de toute façon, ça n'est pas un argument. On a le droit de savoir si Trotsky avait... ça me semble beaucoup plus intéressant que de juger... et souvent, qui est-on pour juger toute la politique de l'Union soviétique sur 70 ans? C'est assez délirant au plan historico-moral. Je crois que c'est quand même beaucoup plus intéressant de savoir si, effectivement, est-ce que c'est vrai que Trotsky a collaboré tactiquement avec les nazis. Donc, autres objections que j'ai reçues, alors c'est de la part de jeunes qui se baladent et qui me disent, bon, en gros, pour vous, la fin justifie les moyens, parce que vous êtes stalinien, vous êtes un bolchevique pur et dur, et vous aimez bien Staline. Bon, écoutez, moi, faut être clair, à aucun moment je ne suspends mon jugement moral. Je crois que la question morale elle est très complexe, je sais pas, l'éthique à Nicomaque jusqu'au cahier pour une morale de Sartre. Oui, sauf que effectivement, la morale d'un État, la morale d'un individu, c'est compliqué, ça doit s'analyser de manière complexe. Vous avez le problème tragique qui est celui de l'antagonisme entre Antigone et Créon. Et précisément, on arrive à peu près à ne pas dire de bêtises sur cet antagonisme-là à partir du moment où on comprend que c'est tragique précisément. Et être toujours du point de vue d'Antigone, c'est parfois un peu suspect. Beaucoup de fascistes ont fait ça. Moi, je pense que on devrait réfléchir au fait qu'un des textes testaments de Charles Maurras, c'est un éloge sans concession d'Antigone, les forces de la terre, du sang, de la famille. Et au moins comprendre que Créon a ses raisons, même si ça ne justifie pas, c'est-à-dire qu'un État a le droit de se défendre. Voilà. C'est vrai que ça, il faut comprendre ça. Donc là, c'est une question de logique, la logique d'un pays qui se défend. Donc moi, j'ai besoin de comprendre précisément, du point de vue moral, cette question morale se mue en interrogation intellectuelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce processus, les procès, les purges, l'invasion, la résistance, la victoire sur le fascisme, qu'est-ce qui s'est passé? Donc avec le concept très creux qui vient soit d'Hannah Arendt, soit des fascistes pour s'en réclamer, qui est celui de totalitarisme, avec ce fameux paradigme anti-Staline, où Staline a toujours tort, quel que soit... on part du principe que Staline a toujours tort, ça préside à n'importe quelle histoire du courant dominant. Donc je crois qu'on ne comprend absolument rien, notamment avec cette idée qui vient de Robert Conquest, c'est-à-dire un agent britannique qui se faisait passer pour historien, grand historien de la guerre froide, et enfin grand au sens important par l'influence qu'il a eue, et qui faisait croire qu'il y a eu une manipulation dès l'assassinat de Kirov. Tout était manipulé jusqu'au procès, qui pourtant n'était pas à huis clos, c'est-à-dire présentait un risque énorme. D'ailleurs aussi, il faut tenir aussi compte de cela, c'est une grande objection par rapport à cette thèse totalitaire,
c'est la possibilité qu'il y ait eu, qu'on risquait d'avoir un Dimitrov. Je m'explique. Là, pour un procès que là, j'estime à bon droit complètement truqué, que c'était celui du Reichstag, le procès des nazis qui accusaient les communistes, qu'est-ce qui s'était fait? Qu'est-ce qui s'était passé? Dimitrov, au péril de sa vie, ridiculise l'accusation, conspue les tribunaux et obtient un tel succès dans un procès public qu'il sauve sa peau. Et bon, il retourne complètement l'accusation. Bon, dans les procès de Moscou, les quelques dizaines de personnes qui ont été impliquées dans les procès de Moscou sont tous des révolutionnaires professionnels, des conspirateurs depuis l'époque du tsarisme. Tous n'ont pas de liens familiaux sur lesquels on pourrait faire pression. Donc il n'aurait jamais été exclu que devant la presse étrangère, il y avait la presse étrangère, y compris même la presse allemande, devant les ambassadeurs, je rappelle qu'il y avait l'ambassadeur américain qui lui avait validé en fait les procès de Moscou, il n'était pas exclu qu'il crie au coup monté. Bon, d'ailleurs, il faut reconnaître que quand on relit après les procès de Moscou, notamment par exemple le second, on voit bien que Piatakov et Radek contredisent Vyshinsky. Ils ne le contredisent pas sur la collaboration tactique de Trotsky avec les nazis, mais ils le contredisent au sens où ils défendent leur honneur. C'est-à-dire que malgré tout, ils reconnaissent que nous avons fait une grosse bêtise, mais c'était parce que nous pensions que, nous espérions que, voilà. Mais ils reconnaissent que c'est allé au moins jusque-là, jusqu'à la collaboration tactique. Alors, pour Vyshinsky, non, ce sont des crapules vouées au fascisme, stipendiés par le fascisme. Voilà. Donc, il y a bien une contradiction dans les procès de Moscou. Donc, d'ailleurs, ça déjoue le fait même qu'il s'agit d'une thèse qui n'est pas jusqu'au boutiste, la thèse des trois Italiens, Burgio, Leoni, Sidoli, dans ce livre, ça déjoue effectivement une objection évidente quant à ce qu'on a parlé quand on parlait du fait de l'hitléro-trotskisme. L'idée qui venait évidemment complètement à l'esprit, c'est que Trotsky est juif, bon évidemment juif non pratiquant, mais bien sûr d'origine juive, et qu'il est marxiste. Donc juif et marxiste, c'est-à-dire tout ce que les nazis détestaient, et effectivement, c'est comme l'eau et l'huile, il n'y a pas d'entente possible, mais là on parle bien d'une entente tactique. L'entente tactique, vous le faites d'État à État, quelle que soit l'idéologie, c'est bien de ça dont il est question. Donc personne ne dit que Trotsky était stipendié par les fascistes, voué au fascisme, partisan du fascisme, mais il a eu une telle arrogance qu'il a spéculé sur la défaite de l'Union soviétique pour revenir au pouvoir. Donc voilà, il y avait bien un complot réel, un État qui se défend, de manière évidemment excessive avec les grandes purges, puis la plus grande offensive militaire de tous les temps, donc l'opposition héroïque des peuples soviétiques, de laquelle notre monde est sorti, car malgré toutes les révolutions, notre monde est aussi issu de la victoire de l'armée rouge sur le fascisme, et continue à rester ce monde-là, malgré tout, malgré effectivement ce raz-de-marée fascisant qu'on voit actuellement, il y a quand même des restes, il y a quand même des acquis. Donc ce livre, le vol de Piatakov, est dédié au peuple soviétique, le principal artisan, comme ils disent, de la victoire sur le nazisme et le fascisme, car il faut le rappeler, les soviétiques, contrairement à Trotsky, n'ont jamais douté de la possibilité de vaincre le fascisme. Voilà, donc je vous remercie, je vous dis à bientôt pour un prochain commentaire donc, de cet très important livre qui s'appelle Le vol de Piatakov. Merci.